La théorie doit être vue comme un flashlight, mais comme un bon flashlight dans lequel tu ne restes pas pointé dans une seule direction tout le temps, mais tu l'utilises en fonction de différentes directions et tu observes bien quel est son champ de lumière et son champ d'ombre. Quand nous avons une théorie, ce ne sont pas tous les problèmes sociaux que nous travaillons pour lesquels il y a des théories disponibles. Mais quand il y en a, c'est mieux de commencer avec un flashlight que commencer dans l'obscurité totale. Il faut prendre conscience que nous-mêmes, professeurs, nous-mêmes, évaluateurs de thèse, de doctorat, de maîtrise, etc., nous développons parfois, en fonction de la conjoncture de notre discipline, nous développons un certain nombre de stéréotypes sur les théories. Et nous passons des fois des messages erronés sur le rôle de la théorie. Donc, une des choses que j'ai pris conscience au cours de quasiment plus de 40 ans d'expérience en recherche et enseignement, c'est que très souvent, dans le domaine des sciences sociales, on considère la théorie comme un obstacle à la bonne observation, comme quelque chose qui va t'amener à la répétition et pas à l'innovation, comme quelque chose qui va créer des points de cécité. Or, la théorie comme telle ne produit pas ça. Ce qui peut produire ça, c'est l'usage que nous faisons des théories. Mais les théories elles-mêmes, dans le domaine de la science, la théorie, elle ne veut pas rester avec erreur. Et elle doit être là pour faire partie de cette circularité de mise à l'épreuve. Quand nous avons une théorie, ce ne sont pas tous les problèmes sociaux que nous travaillons pour lesquels il y a des théories disponibles. Mais quand il y en a, c'est mieux de commencer avec un flashlight que commencer dans l'obscurité totale. Parce que sans théorie totale, en disant simplement « allez voir dans les différents textes un peu partout, et faites votre meeting pot », c'est un principe de dispersion qui a aussi ses coûts et que c'est très dangereux. Il peut aboutir à un certain niveau de superficialité justement parce que nous n'avons pas de théorie. Et en sciences sociales, il y a eu une sorte de vision un peu stéréotypée sur ce que c'était vérification de théorie, parce que le terme théorie se confond très souvent avec des hypothèses très, très, très simples. Et donc là, tu pouvais simplement savoir telle hypothèse très, très simple. Est-ce que ça se passe comme ça ou ça ne se passe pas comme ça? Même là, il y a un enrichissement. Même là, il y a un ajout de connaissances des fois important. Mais là, certains chercheurs en sciences sociales voyaient ça comme tellement frustrant et ont commencé à généraliser que toute vérification était un problème. Or, mais le problème, c'est que le médium vérifique. Et au même opposé, la notion de démonstration, par exemple. Non, vous ne devez pas démontrer, mais la démonstration est un élément extrêmement important dans la science. Pour la consolidation, la validation. Donc, tous ces termes-là, je pense que notre méthodologie de la recherche en sciences humaines doit être sémantiquement renouvelée. Elle est extrêmement vieille et dépassée. Et là, c'est un travail collectif de longue haleine. L'autre type d'illusion ou de mythe, c'est des fois penser que dans la science, il n'y a pas de normes du tout. Donc, alors que la méthodologie est un paquet de normes. Juste pour commencer ça. Hein? Mais ce sont des normes de comment faire. Et dans le cadre de ces normes de comment faire, comme la méthodologie est pour le but d'elle, c'est nous aboutir à certains résultats, la norme ne peut pas être absolutisée. La norme est important de le connaître pour pouvoir voir sa précision, mais des fois c'est important également de la défier, de ne pas la suivre, parce que sinon de nouvelles procédures, même de nouvelles connaissances ne peuvent pas émerger. C'est mieux que toujours connaître les normes et après les abandonner ad hoc dans des situations spéciales que de ne pas le connaître de tout. Quand nous produisons de vérité,
des énoncés que nous tenons pour vrais, apparaissent des fois ce que deux chercheurs en sciences humaines ont parlé de Luhmann d'un côté, mais de manière complètement indépendante, et Foucault de l'autre. Nous produisons deux types de vérités. La vérité véridique et la vérité non véridique. Le problème, c'est que la vérité non véridique se trouve très souvent cachée dans la vérité véridique. Donc, il y a dans ce travail toujours une sorte d'attitude d'ouverture que nous devons, et d'écoute des critiques, et de points de suspension, des mises en parenthèse, je ne sais pas bien comment nommer ça, mais la production scientifique est née pour avoir une certaine vie, pour avoir un certain cycle de vie. Contrairement à une œuvre d'art qu'on peut voir, comme disait Max Weber, qu'on pouvait voir un tableau avant l'invention de la notion de perspective dans un musée et trouver encore ça très joli, en science, ça n'a pas de chance d'arriver. On abandonne ça. On commence à penser à d'autres choses. Et cela ne veut pas dire que cela n'a pas fait partie d'une marche de notre progression de connaissances, que ça n'était pas important à un moment donné, mais à partir d'un certain moment donné, ce qu'on a donné, ce qu'il pouvait donner, et alors là, on continue avec d'autres choses. Donc il faut apprendre à produire des produits sans l'expectative qu'ils soient des produits pour l'éternité. Ça, je pense que c'est le travail du chercheur. Sur la question du rôle de l'erreur, oui, ça c'est quelque chose qui, pour moi, dans mon expérience de professeur, quand j'essayais de faire travailler les étudiants sur certaines expériences, de les faire réfléchir sur certaines choses, j'ai remarqué que là, je commençais à prendre attention que dans tout le système social qui ne soit pas la science, normalement, l'erreur apparaît comme un problème, comme quelque chose à éviter, comme quelque chose qu'on a peur d'écouter, qu'on a peur de prendre conscience qu'on fait des erreurs. On est évalué par les erreurs qu'on fait. Et ça produit, du point de vue de la recherche et du chercheur, une sorte de désapprentissage. Parce que nous, l'erreur, c'est une compagne de voyage. Elle est assise à notre côté. Et quand moi-même, je vois une erreur à moi, ou quand un collègue voit une erreur dans ce que je fais, ma sensation est plutôt de joie, parce que ça me donne plus de travail, je vais revenir là, il faut que je retouche, il faut que je retravaille ça. Hein? Il y a un nouveau recommencement, je pensais que c'était fini, je t'aminouillais, et là je revois mes données pour voir comment ce que j'ai fait, et pas seulement mes données, mais un appareillage conceptuel également. Alors, enseigner l'étudiant à vivre en paix avec l'erreur, c'est des fois un défi. Et un défi même dans les salles de cours. Parce que des fois, je donnais une expérience à eux à faire, je donnais, par exemple, dans mon cas, je donnais la description d'un fait, et je demandais à eux de donner une sentence dans ce fait pour essayer d'évaluer avec lui quel type d'idées étaient présentes. Et tout le temps, la grande panique, c'est est-ce que je vais utiliser la bonne erreur, la bonne idée, la bonne chose, etc. Et je disais non, je veux juste voir quelles sont les idées que vous allez mobiliser dans cette expérience. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions. Et l'erreur, on va rediscuter en salle, on va retravailler en salle, mais vous n'êtes pas évalué par une grille d'erreurs, de réponses correctes, de réponses erronées. Alors, dans notre propre enseignement, dans une partie de notre propre enseignement, on n'a pas comment échapper à cela, à la réponse correcte et à la réponse erronée. Mais dans l'expérience, dans le système science, il faut qu'on les apprenne à vivre avec l'erreur, à être content avec l'erreur, même si on essaye de l'éviter. Alors il y a une sorte de paradoxe ou d'expérience paradoxale qui, pour mon avis, est une clé importante dans l'enseignement de la recherche et de la méthodologie du travail de recherche pour les étudiants. Il faut qu'ils prennent conscience de ça pour être plus relax et aussi plus autocritique et plus à l'écoute des critiques qui viennent des collègues, quand elles sont bien faites.
La question de la théorie et de l'innovation est un problème euh, très complexe. Pour nous tous qui travaillons là-dessus, pour n'importe quel chercheur, normalement, ce qu'on voit dans la littérature, c'est une grande difficulté d'expliquer ça. Dans la pensée scientifique ancienne, on n'était pas capable de distinguer entre les données d'observation, les données de recherche, et les énoncés qu'on sortait des données de recherche. Donc, ça faisait une sorte de partie d'un tout. Tu refusais un tout. Donc, tu ne pouvais pas, par exemple, utiliser une donnée de recherche d'un collègue. Hein, si tu n'étais pas d'accord avec la proposition théorique que suivait, ou si tu travaillais dans un autre sujet, tu n'allais pas chercher ces données à lui pour voir de quelle manière tu pouvais utiliser ces données dans ta propre recherche à l'intérieur d'un autre objet et d'une autre chose. La science moderne nous permet de faire cette opération. Et lorsque nous produisons nos données et nos appareillages conceptuels, nous avons en permanence deux types de vérifications à faire. Une vérification ou de mise à l'épreuve, disons, dirigée vers la dimension factuelle, les observations. Et nous avons un autre dirigé vers la dimension conceptuelle. Il y a des physiciens comme philosophes comme Gaston Bachelard qui ont tout de suite perçu ça, déjà en 1927 dans sa thèse de doctorat sur la connaissance approchée. On voit Bachelard nous attirer l'attention sur cette nécessité de ne pas imaginer que la vérification se fait seulement dans la direction des données, mais aussi dans la direction de l'appareillage conceptuel et de la relation. Donc, nous utilisons le code vrai-faux pour fonctionner, mais dans la science, le chercheur n'a pas intérêt à mettre un point final dans la vérité et à la présenter comme une certitude définitive, finale, et il n'y a plus de discussion. Bien que pour des questions factuelles élémentaires, cela puisse se produire, la règle du fonctionnement dans les communications scientifiques, c'est que même si cela arrive, tout le temps, cela peut être réouvert sous la forme d'un questionnement par un autre collègue. Quel est le rôle de l'intuition? Et ça, d'un coup, je dis, ouais, comment répondre à ça? Comment répondre à ça, le rôle de l'intuition? Et ce qui m'est venu sous les coups, dans le feu de l'action, sont trois manières d'utiliser ces médiums intuition ou de se référer à ces médiums intuition. Il y a une manière qui n'est pas nécessairement bonne pour la science, ou pour le développement de la connaissance, c'est quand on présente l'intuition comme une espèce de principe explicatif des choses et que pourquoi ce n'est pas bon, parce que si on le prend comme un principe explicatif, elle est normalement une pseudo-explication et elle arrête, elle nous introduit un élément de paresse, elle nous fait arrêter là. Si c'est expliqué, et si c'est expliqué par quelque chose de si vague qu'intuition qui peut servir de passe-partout, donc là, ça produit une sorte de paralysie dans le processus de production de la connaissance. Et ce n'est pas notre tâche. Les plus intéressants, quand nous ne pouvons pas répondre à certaines choses, quand nous n'avons pas la réponse pour certaines choses, de clôturer par un point d'interrogation, ça je ne sais pas, ça il faut voir, ça ici nous avons une boîte noire, que plutôt partir avec déjà les messages d'une explication que Grégory Bateson dirait ça, en faisant une analogie avec la notion d'instinct, par exemple, d'instinct qui a servi à clôturer énormément d'explications. Ça prend l'allure d'une hypothèse dormitive, comme il parlait. L'autre usage de la notion d'intuition qui me paraît intéressant, c'est lorsque l'intuition apparaît comme un principe de direction. Elle nous dit, par l'intuition, nous disons, il faut aller voir, il faut aller par là, dans cette direction. Elle est un principe de direction du travail. Alors là,
oui, je dis à mes étudiants qu'on se dise quelque chose, des fois même je veux les recommander, quand ils me posent un problème sur des données ou des choses comme ça, pensez-vous que ça va marcher, etc., etc. Si je, même des fois en statistique, ça arrive ça, est-ce que je dois mettre en relation telle variable avec telle variable? Des fois, on va dire simplement, ben, mettez-les en relation pour voir, allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, et dans les qualitatifs, dans la recherche qualitative, c'est la même chose. Donc, il faut des fois aller voir. Et dans ce sens-là, elle a un rôle intéressant. La troisième manière de fois me paraît que le médium intuition apparaît, c'est quand intuition veut dire déjà la reconnaissance d'une idée. L'intuition vient comme insight, comme quasiment synonyme d'insight. J'ai eu un insight, j'ai une intuition. Quand on dit ça, c'est parce qu'il y a une idée emboîtée. Et là, c'est très bon aussi. Parce que là, ce n'est pas seulement la direction, on a déjà quelque chose sur quoi travailler, sur quelque chose qui est un peu provocateur de fois, qui nous met dans un état de doute ou qui nous paraît même motivant, si l'insight est bon. Et l'insight, nous pouvons l'acquérir en lisant plusieurs collègues, plusieurs autres travaux, des fois complètement dehors de la discipline et du domaine, sont des sources d'insight. J'ai eu plusieurs insights dans des collègues travaillant, disant des travaux de collègues complètement dehors de mon champ de discipline. Des fois, c'est un mot pour expliquer, un principe explicatif ou descriptif qu'on n'avait absolument pas pensé, ou un sens particulier d'un concept que tu utilises, mais pas jamais dans le sens qui avait été utilisé par votre collègue. Donc, je trouve tout ça extrêmement intéressant. Donc là, j'ai dit aux étudiants, oui, l'insight, il faut faire état de ces insights et prenez au sérieux ça parce que ça peut nous amener quelque part sur le plan de l'innovation. Sur ce dispositif de colle d'automne, ce que je trouve particulièrement important, c'est une sorte d'opportunité circulaire d'avoir présent dans la même salle des étudiants de maîtrise, de doctorat et d'autres collègues auxquels nous assistons des fois aussi sous la forme de conférenciers et non seulement sous la forme des auditeurs. C'est que c'est très important et c'est ce qui m'a fait sourire à un moment donné quand j'ai pensé au terme école, c'est qu'on est dans une école, on a normalement l'expectative qu'on vient pour enseigner. Et ce qu'on constate lorsqu'on participe intégralement de ce type d'expérience, c'est que celui qui vient pour enseigner apprend aussi. Et il n'apprend pas seulement avec les autres conférenciers, il n'apprend pas seulement avec les professeurs qui sont dans l'auditoire, mais il apprend aussi avec les étudiants qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, j'essaie de voir, c'est comment les étudiants, des fois, n'ont même pas cette conscience, que par la simple question qu'ils nous posent, ils nous amènent à problématiser, à mieux clarifier, à mieux voir et même à corriger des énoncés, ce que nous avons fait préalablement. Alors, c'est une expérience très enrichissante et elle n'est pas seulement du point de vue pédagogique qu'elle est intéressante. Elle ne m'enseigne pas seulement à mieux exprimer certaines idées, elle m'exprime à mieux comprendre certains problèmes dans lesquels je travaille. Parce que la dimension école, c'est comme si on perdait de vue la circularité de l'expérience. Et ici, nous avons vraiment une circularité de l'expérience. Et ça me paraît, à mon avis, une sorte de formule gagnante. Mais il est absolument évidemment nécessaire que le participant, y compris les professeurs qui prennent partie, aient conscience de ça. D'un coup, tout le monde se place un petit peu au même niveau.
indépendamment du background, du capital, du stock de connaissances que chacun possède. Dans cette situation d'échange dans laquelle on essaie de mieux comprendre, mieux voir, etc., je pense que oui, il y a un rôle pour le stock de connaissances, mais il y a un rôle aussi pour les questions qui viennent à partir du travail que chacun est en train de faire, de la réflexion que chacun est en train de faire. Et ça produit une sorte de nivellement dans l'échange lorsqu'on se place dans une situation d'écoute. Donc je trouve ça vraiment très bon.